à tout le monde, toutes et tous, absolument ravis de vous voir dès 11h30 aussi nombreux pour converser avec nous. On a une petite heure devant nous pour ce débat. Ce premier débat avec le service enquête, il y en aura un deuxième en fin de journée vers 17h30 et plein d'autres entre les deux, avant et après, avec tous les services du journal et nos médias partenaires. Vous avez le programme du festival qui est disponible un peu partout. En introduction, quand on nous a dit qu'il fallait préparer des tables rondes un peu service par service, thématique par thématique pour le festival de nos 15 ans, au service enquête, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors on a essayé d'adosser cette première rencontre autour d'un projet qui verra le jour le 2 juin prochain, puisque Mediapart s'est associé à une maison d'édition qui s'appelle Le Seuil pour lancer une collection de livres siglés Mediapart et publiés par les éditions du Seuil. Il y aura un premier livre qui sera publié dans le courant du mois d'avril qui s'appelle La haine ordinaire et qui reprendra une partie, pour ceux qui sont abonnés à Mediapart, des chroniques de la haine ordinaire que nous racontons au fil de l'eau et du quotidien dans le journal. Et puis le 2 juin, on publiera aux éditions du Seuil un livre sur 15 grandes enquêtes de Mediapart. Alors, ce ne sera pas une collation d'enquêtes qui ont déjà été publiées, on va les republier en les éditant un peu, avec un retardataire Mathieu Suc. Le voici, je t'en prie. C'est une réécriture inédite de 15 enquêtes qui ont marqué l'histoire du journal et aussi un peu celle de la conversation publique. Et le pari qu'on a fait, c'est d'en raconter premièrement la coulisse, comment naît une enquête, comment naît une info, quelle est la fabrique de ce type d'investigation-là. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de secrets qu'on doit jalousement garder, et vous comprenez pourquoi on ne peut pas les éventer, mais on a essayé pour la plupart des chapitres d'aller le plus loin possible par transparence, pour comprendre comment ces choses-là naissent, et puis en aval de tout ça, les conséquences de nos enquêtes. Est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce que ça a eu de l'impact? Est-ce que ça a changé la loi? Est-ce que ça a fait démissionner des gens? Est-ce que les institutions s'en sont emparées? Qui du Parlement, de la justice, d'organisations internationales ou l'autre? C'est-à-dire d'avoir l'amont et l'aval du journalisme, comment naît une histoire et comment elle peut venir perturber en bien ou en mal le fait démocratique. Je termine mon introduction par le thème de cette discussion qu'on a voulu construire avec les camarades du service enquête qui sont là, Marine Turchi, Mathieu Suc, Yann Philippin et Michael Ashdenberg qui co-dirigent le service avec moi. Et on s'est dit, on va essayer de vous raconter, toujours dans ce geste de transparence, les héros oubliés des affaires, c'est-à-dire les sources ou les lanceurs d'alerte. Vous racontez des histoires. On ne pourra pas tout vous dire, mais pourquoi ces personnages que vous ne voyez jamais, à part ceux qu'on appelle lanceurs d'alerte, qui sont des sortes de sources qui s'assument publiquement, pourquoi sans eux, vous, citoyennes, citoyens, en fait, vous ne seriez au courant de rien? Pourquoi, sans ces gens-là, le journalisme n'existe pas? Ou alors il est condamné à être des sortes de jaboteurs, de commentateurs de la vie publique sur des plateaux télévision et d'avoir une opinion. Nous, ce n'est pas notre métier. Notre métier, avant d'avoir des convictions, des opinions, on en a comme tout le monde, évidemment. On ne se prive pas parfois d'en faire part dans le journal, mais notre métier, c'est de publier des informations. Et sans les sources, on ne peut pas faire ça. Donc, ce qu'on proposait, c'est de faire un petit tour de table, même s'il n'y a pas de table, de récits par journaliste de ces héros oubliés. Et puis après, évidemment, on va faire ça de manière assez courte, parce que le plus intéressant dans ce genre de rencontre, c'est de pouvoir, évidemment, répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Alors, Mathieu Suc, qui commence? Donc moi je travaille sur les questions de renseignement et de terrorisme à Mediapart, et j'avais envie de vous parler de la meilleure source que j'ai jamais eue à la DGSI, qui est celle qui m'a fait avancer dans mon travail, qu'on retrouve donc dans le livre dont vous a parlé Fabrice, c'est-à-dire l'enquête que j'ai menée sur les services secrets de l'État islamique, qui sont ceux qui ont piloté les attentats qui nous ont tués durant la vague 2015-2016. En fait, cette source... Alors,
je lui avais donné plusieurs surnoms, j'ai même oublié son véritable nom, mais je ne peux pas vous les en faire part parce que ça donne des éléments d'identification quand même. Cette source, je l'avais rencontrée avant Mediapart. Je venais de quitter Le Monde et j'étais en train de préparer un livre sur les femmes de djihadistes. Une autre source dans un autre service de renseignement m'avait dit lui, il faudrait que tu le vois. Cet individu donc organise le rendez-vous, on se voit. En fait, alors je me rappellerai toujours, on est sur une grande table, on est tous les deux assez éloignés, on prend des chaises un peu éloignées, on se regarde en chien de faïence, et je lui pose mes questions, et en fait, il n'a pas les réponses, parce que moi, ça fait des mois que je suis sur ce projet de livre, et je transpire mon sujet, et lui, il a d'autres activités, et donc il me répond des banalités, voire il ne le sait pas, donc je ne suis pas transi d'admiration par le potentiel de cette source. Mais du coup, il me dit, on va se revoir. Et puis je me dis, bon, ces paroles, ça n'engage que ceux qui ont envie d'y croire. Il doit m'apporter les réponses. Au final, arrive le 13 novembre, donc il a autre chose à faire. Alors bien sûr, j'ai pas 15 sources à la DGSI, donc même s'il m'a pas impressionné, j'essaye de repasser par notre connaissance commune pour le re-rencontrer. Et puis un jour, c'est un samedi, je dois partir avec ma petite famille pour une activité dans Paris, je ne sais plus. L'intermédiaire m'appelle et me dit tu le vois là à telle heure dans tel café, je sais plus, c'est au fin fond d'une banlieue, et donc ma femme me dépose sur le chemin de notre activité et j'attends dans le café et je le vois. Et là il est venu, il me raconte plein de choses, des choses extrêmement pointues. Il va me falloir des semaines, voire des mois pour certaines, pour pouvoir les utiliser, parce que j'arrive pas à les vérifier. Mais notamment, la première info que je vais pouvoir vraiment utiliser, à l'époque, j'ai rejoint Mediapart, et on réfléchit sur comment traiter la vague d'attentats, et notamment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur les commanditaires. Et il me parle d'un individu, un Syrien, qui s'appelle Abou Lokman, dont on n'a jamais parlé, en tout cas dans la presse française. Et il me donne des éléments en me disant, en fait, c'était lui le chef du service secret, donc, qui s'appelait l'Amniat, de l'État islamique, et qui a construit donc, ces attentats et compagnie. Et ça, je vais pouvoir commencer à le vérifier bêtement en source ouverte, c'est-à-dire en faisant des recherches sur Abou Lokman, je vais découvrir que les Américains l'ont mis sur une liste, une killing list, et puis vous savez, les gens où il y a des sanctions. Mais en fait, c'est des listes où il y a des centaines et des centaines de djihadistes, mais sauf qu'ils mettent des précisions sur Abou Lokman qui confirment certaines choses que m'a dit cette source, et ça va me donner d'autres pistes qui vont me permettre après de confirmer le reste. Et donc là, je vais me dire, oui, effectivement, c'est une source très précieuse. Et donc pendant 2 ou 3 ans, on va se voir à intervalles plus ou moins réguliers. J'ai jamais eu son numéro de téléphone. On a vraiment protégé. En plus, il avait regardé d'après les fichiers de la DGSI. Il m'a dit, mais toi, ton téléphone, t'en as jamais changé. Ton numéro est super connu. Ça fait 25 ans que j'ai le même. Effectivement, il avait raison. Donc, on n'a jamais échangé par téléphone. On se fixait un rendez-vous, d'un rendez-vous sur l'autre, en changeant de lieu. Et moi, je venais sans téléphone. Et ça crée alors, c'était à la fois très frustrant et génial quand ça marchait. C'est qu'un nombre incalculable de fois, je suis venu, ça se passait souvent très tôt le matin, je déposais mon téléphone à Mediapart, j'allais au rendez-vous sans prendre de moyens, je passais pas par la carte Navigo, je payais en liquide pour ne pas être traçable. Et des fois, j'attendais 1 heure, 2 heures, et lui, il y avait une réunion où il y avait une urgence au boulot, et donc il venait pas. Ou des fois, il venait et puis il m'apportait des infos qui n'étaient pas tellement intéressantes. Mais toutes ces frustrations-là, ça ne faisait qu'amplifier là, le petit plaisir personnel quand il arrivait et qu'il m'apportait des infos absolument géniales. Alors, vous savez, journaliste, on est très parano, et à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, il n'est pas piloté par ses chefs à la DGSI, et c'est pour m'appâter avec certaines infos, et puis savoir ce que je fais, ou m'amadouer, je ne sais pas, j'avais écrit quelques articles désobligeants sur ce service. Et là, j'étais coincé parce que je ne pouvais pas réfléchir, enfin, je ne pouvais pas poser de questions sur lui, sauf à dévoiler que je le connaissais. Donc des fois, je relisais nos entretiens, je regardais un peu pour essayer de trouver une faille, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, ce n'est que ma conviction, je n'ai pas de certitude, mais je ne crois pas du tout qu'il ait été piloté. Et je sais que des fois, certaines des infos qu'il me donnait énervaient
sa hiérarchie. Mais par ailleurs, je me souviens aussi que pendant des mois, à un moment, on a été fâché parce qu'il n'avait pas aimé tel ou tel article qui mettait en cause son service ou je ne sais plus. Donc il me disait, bah, on se revoit pas. Et puis finalement, il revenait. Vous savez, c'est un peu le rapport aux sources, c'est un peu comme une histoire d'amour par moment, très particulière. Et voilà. Et il y a donc ça a été la meilleure source que j'ai eue pour cette histoire donc des services secrets de l'État islamique. Et juste pour conclure, à un moment, de manière assez abrupte, en fait, il a changé de service. Et donc là où il est, il n'est plus d'aucun intérêt pour moi en tant que source. Alors ça m'a fait mal en termes de ressources journalistiques. Et en même temps, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que j'étais soulagé. Parce que la grande crainte que j'ai eue pendant toutes ces années, c'est que je savais qu'il m'apportait des choses qu'il ne devrait pas m'apporter. Et je me disais, mais si un jour, il était en plus un peu âgé, la retraite approchait, et je me disais, mais si un jour il se fait gauler, qu'il perd son boulot à cause de moi, et c'était vraiment une angoisse, et c'est pour ça aussi qu'on a mis tous ces process que je vous ai un peu détaillés, je vous ai pas tout dit, mais voilà. Et en fait, c'est paradoxal, parce que moi, ça me nuit, ça me met des contraintes de ne plus l'avoir, et en même temps, j'ai été très soulagé de me dire, bah, maintenant, il est tranquille. Et on s'est revus très récemment. Là, on a fait les vieux combattants juste pour le plaisir et c'était aussi agréable. Voilà, pour une fois qu'il y a une histoire qui finit bien. Et en plus, il est dans la salle. Merci Mathieu. Alors moi, je ne vais pas vous raconter une histoire de héros. Je vais vous raconter une histoire de source à l'extrême droite qui détestait prodigieusement notre journal. Si vous nous lisez régulièrement, vous avez pu voir que pendant 10 ans, Mediapart a été blacklisté, interdit d'accès aux événements du Front National qui est devenu le Rassemblement National. C'est une consigne qui a été édictée par Marine Le Pen et relativement bien suivie par ses troupes pendant des années. Donc évidemment, ça a compliqué notre travail de terrain, de reportage, mais aussi d'enquête. Et pourtant, quand on enquête sur l'extrême droite, quand on enquête sur le Front National, évidemment qu'on doit avoir des sources à l'intérieur du parti. Et donc je vais vous raconter une histoire qui illustre un peu les relations ambivalentes qu'on a pu avoir et qu'on a encore avec certains membres du parti, du Rassemblement National. À partir de 2010-2012, où j'ai vraiment commencé à travailler à l'époque au service politique sur l'extrême droite et ensuite au service enquête, j'avais différentes sources, notamment un homme qui était au bureau politique du Front National, c'est-à-dire l'instance quand même assez décisionnaire au niveau du parti, hein, ils sont une quinzaine. Donc il était relativement bien informé. En 10 ans, on n'a pu se voir qu'une fois, parce que il avait tellement peur d'être identifié comme parlant à Mediapart, il était très parano, que du coup, tout se faisait par téléphone, j'ai pu le voir qu'une fois. Il m'a toujours dit, le jour où viendrait un événement du Front National et que vous prendrez des cailloux et vous ferez dégager Manu Militari, je serai de ceux qui lanceront des cailloux. Donc c'était quand même quelque chose d'assez schizophrène. Et puis un jour, avec notre collègue Karl Lasquet, on travaille sur les financements russes du Front National. On nous dit que le Front National aurait perçu ou allait percevoir des financements russes. Un jour, on a la confirmation via une source financière que oui, ça y est, le prêt russe de 9 millions d'euros a bien été signé et qu'il est en train d'être versé. Alors évidemment, on fait notre travail et on appelle un certain nombre de sources, et j'appelle notamment ce monsieur, avec qui j'ai pris donc l'habitude de discuter au téléphone puisqu'il ne veut pas me voir. Pendant 30 minutes, il me jure que il ne sait pas du tout de quoi je parle, qu'il n'est pas au courant d'un éventuel prêt russe, que d'ailleurs le bureau national du parti, le bureau politique n'est pas tenu au courant de ces questions. Et puis bon, la discussion dérive sur autre chose, puisque bon, j'utilise toujours ces discussions pour glaner des infos sur d'autres sujets, sur l'extrême droite, sur le parti. Et puis j'allais raccrocher, et il me dit allez, un petit cadeau pour le week-end. Le prêt russe est arrivé. L'intermédiaire, c'est l'eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser. Et puis, il m'annonce aussi que Marine Le Pen a rencontré Vladimir Poutine. Et puis, il me dit c'est off de off. Et il raccroche en me souhaitant un bon week-end. Donc, c'est un moment que, comme on en a eu plein avec les sources à l'extrême droite, d'un côté, je suis mal à l'aise de vous parler et en même temps, je le fais quand même. Alors, il le fait pour plusieurs raisons. Souvent, c'est des guéguerres internes. Mais c'est aussi, souvent,
d'être flatté qu'un journaliste, quel qu'il soit, appelle. Ou alors l'idée que s'ils veulent, entre guillemets, donner une information, balancer quelque chose, ils savent que ça va être efficace à Mediapart puisqu'on va faire ce travail d'enquête collectivement et qu'on va être en mesure de révéler un certain nombre d'affaires. Et à l'époque, à plusieurs, à Mediapart, on a révélé un certain nombre d'affaires. Et pour continuer toujours sur cette affaire des prêts russes, dans la même semaine, on avait reçu à Mediapart un courrier avec accusé de réception qui était arrivé au journal. La lettre était écrite par quelqu'un qui se présentait comme un journaliste indépendant, spécialiste de l'extrême droite française et européenne, et qui avait une info explosive à nous donner, à savoir que le Front National avait reçu un prêt russe de 9 millions d'euros de la banque dont on savait que c'était cette banque. Et pourtant, en lisant le courrier, moi je me dis que cette personne, elle n'est pas journaliste parce qu'elle semble relativement, enfin pas du tout désintéressée, puisqu'elle me dit c'est explosif, je vous donne cette info, mais je veux qu'elle sorte avant le congrès du Front National qui avait lieu quelques jours plus tard. C'était le congrès à Lyon en 2014 du Front National. Donc il y avait quand même un mobile assez clair, c'est que cette personne voulait que Marine Le Pen ait à s'en expliquer le 29 novembre. Alors évidemment, c'est assez fréquent que des sources nous disent moi je veux que ça sorte à tel moment parce que ça va faire du bruit ou parce qu'ils vont être sommés de s'en expliquer ou parce que ça va avoir tel ou tel impact. Nous, on a notre propre calendrier. On ne doit pas se plier au calendrier des sources. Mais là, avec ce courrier, on a senti une chose, c'est que ça clignotait un peu de partout. On avait différentes sources qui nous confirmaient ce prêt russe. Et donc, on s'est dit que si quelqu'un qui nous envoyait ce courrier pouvait être au courant de ça, ça voulait dire que ça pouvait circuler, que d'autres journalistes pouvaient aussi s'en emparer. Donc on a accéléré notre travail, on a accéléré nos confirmations et on a pu être en mesure avec Karl Latke de sortir ces informations et d'autres ensuite dans la foulée. Dans cette période-là. Donc cette affaire, elle illustre en fait la difficulté d'avoir comme source des personnes que vous avez pu allumer dans d'autres papiers, pour le dire un petit peu vulgairement. Dans cette même affaire des prêts russes, il y avait Aymeric Choprat, conseiller international de Marine Le Pen à l'époque, qui n'a pas du tout aimé nos articles qui racontaient son rôle d'intermédiaire dans un des prêts russes, qui racontait aussi ses liens avec des groupuscules assez radicaux. Et pourtant, par la suite, et ça je peux le dire parce que c'est quelque chose où il a témoigné ouvertement par la suite, il est devenu l'une de nos sources sur ces prêts russes et sur ces contreparties, mais plus largement sur le Front National et ses hommes de l'ombre. Donc c'est-à-dire que dans sa tête, il s'est dit qu'à un moment donné, était plus important le fait de donner ces informations à un journal dont il savait qu'il y allait avoir de l'enquête, ça allait avoir de l'impact, plutôt que penser à ces articles qu'il n'avait pas aimés, qui le concernaient, parce qu'évidemment, on n'avait pas été tendre en dévoilant tout un tas de ces réseaux russes à l'époque. Donc voilà, c'est l'ambivalence qu'on peut avoir avec les sources. On n'est pas là pour leur faire la morale, on n'est pas là pour ne prendre que des sources d'un certain bord politique. Évidemment que quand on enquête sur l'extrême droite, il faut avoir des sources à l'extrême droite et évidemment ensuite faire notre travail de recoupement et de pluralité des sources. Voilà. Merci Marine, c'est l'exemple parfait de, vous savez, le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, avait dit que le journalisme, c'était le contact et la distance. Voilà, donc c'est exactement ça, le journalisme, c'est le contact et la distance. Allez, Yann, c'est à toi. Moi, je voudrais vous parler de la source, enfin l'une des sources sans doute les plus importantes pour moi, qui est la source et le lanceur d'alerte des Football Leaks. Donc des dizaines et des dizaines de millions de documents qui ont été transmis à l'un de nos partenaires, le journal allemand Der Spiegel, et ça a été plus de 3 ans d'enquête, ça a été des centaines d'articles qu'on a publiés avec un consortium donc de médias européens qui s'appelle l'EIC et qui a fait trembler le monde du football comme jamais. C'était des histoires de corruption, c'était le dopage financier du PSG. On a fait tomber, entre guillemets, l'un des plus hauts magistrats suisses pour sa collusion avec la Fédération internationale de football. Il y a eu aussi des affaires absolument horribles d'exploitation de footballeurs mineurs, où on révélait par exemple que le club de Manchester City avait une académie en Afrique où les gamins, les jeunes footballeurs étaient violentés, assis au soleil pour être punis, les magouilles des agents, etc., etc. Donc vraiment des dizaines de révélations qui ont fait trembler le monde du football. Et au départ, tout ça est livré en fait par une source anonyme qui se fait appeler John, que donc mon collègue allemand du journal Der Spiegel arrive à convaincre de donner ces documents. Et donc on se retrouve dans les locaux du Spiegel à Hambourg et on repart chacun, donc les membres du consortium, avec ces disques durs sur lesquels on va passer des années et des années d'enquête. Et il se trouve que donc il y a eu 2 saisons des Football Leaks, une première en 2016 et une deuxième en décembre 2018. Et en janvier 2019, donc 2 mois seulement après la parution de la 2e saison qui avait fait énormément de bruit,
on apprend qu'un jeune homme, un jeune Portugais, a été arrêté par la police dans un appartement de Budapest et que ce jeune homme, c'est notre source, et donc qui s'appelle Rui Pinto. Et donc je découvre en fait à ce moment-là son identité parce que je ne la connaissais pas, seul le journaliste du Spiegel la connaissait, et on apprend donc qu'il a été arrêté sur commission rogatoire de la justice portugaise et qu'il va être très probablement extradé vers le Portugal. Et c'est là que j'ai eu la chance de le voir. En fait, c'est la seule fois où je l'ai vu. Et donc je prends l'avion pour Budapest pour aller l'interviewer donc avec mon camarade du Spiegel. Donc ce qui était très drôle, c'est que ce jeune homme qui est en fait un étudiant en histoire, qui a arrêté ses études assez tôt, qui a eu un coup de cœur pour la Hongrie et donc s'est installé à Budapest. Donc on l'apprendra à cette occasion-là, c'était un pirate informatique, c'est-à-dire que toutes ces informations, il l'a avoué plus tard, je vous le raconterai, donc il les a extraits des boîtes mail de certains des plus hautes autorités du foot mondial. En fait, c'est un jeune étudiant au visage d'ange. Il y a des photos de lui. La première chose qu'il nous a demandé en arrivant, c'est de mettre les téléphones portables dans son four à micro-ondes pour qu'on ne puisse pas nous écouter. Et en fait, c'est quelqu'un qui vivait extrêmement modestement, qui avait pour activité, pour gagner sa vie, qui était brocanteur, en fait, qui passait sa vie sur les routes des pays de l'Est pour trouver des objets à revendre, qui revendait au Portugal avec son papa qui était brocanteur, et qui avait donc dans sa chambre ces monceaux de données qui étaient totalement explosives pour le foot mondial. Et ce pourquoi je tiens très fort à cette source, c'est que en fait, il a permis de documenter comme jamais ce qu'on peut, je pense, qualifier vraiment de pourriture structurelle du monde du foot. Et il n'a jamais gagné d'argent avec ça, il nous a toujours donné ces données gratuitement. Donc comme je vous dis, il vivait extrêmement modestement dans ce petit 2 pièces du centre de Budapest. Et sauf qu'il a été extradé au Portugal. Il a été inculpé pour, je sais plus, je crois que c'est plus de 150 délits différents. Donc tous des piratages informatiques. Donc il a été jugé au cours d'un procès fleuve qui a duré plusieurs mois avec le Covid, et il risque aujourd'hui 25 ans de prison. Donc pour des faits notamment de piratage informatique. Et le paradoxe dans cette affaire, c'est que donc il a passé plus d'1 an en détention provisoire au Portugal, et alors même qu'il a révélé un nombre incroyable de scandales, donc c'est grâce à ces données que nous avons pu les révéler. Aujourd'hui, c'est le seul personnage dans cette affaire qui a fait de la prison. C'est-à-dire qu'aucun joueur, aucun dirigeant du foot mondial, aucun patron de fédération, aujourd'hui n'est allé en prison. Alors il y a des enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes grâce à lui, notamment contre ce fameux procureur suisse. C'est grâce à lui que Cristiano Ronaldo, la grande star du foot, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et a payé quand même la bagatelle de 18 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale. Donc Rui Pinto a rapporté beaucoup d'argent au fisc de plusieurs pays, dont le fisc espagnol, parce que Ronaldo jouait en Espagne. Mais sauf que pour le moment, personne n'a été en prison, et le seul qui est aujourd'hui menacé de prison et excusé du peu de 25 ans de prison, en fait c'est lui. Cet homme qui en fait a pris beaucoup de risques en fait pour récupérer toutes ces données, et donc qui les a données gratuitement à tous ces journaux européens, dont Mediapart, pour qu'on puisse enquêter. Et voilà, et je pense très fort à lui aujourd'hui parce que le verdict du procès, c'est le mois prochain, au mois d'avril. Et donc on va enfin savoir. Et peut-être un dernier mot pour dire un petit peu la schizophrénie de la justice espagnole, parce qu'après l'avoir emprisonné, après l'avoir poursuivi, la justice espagnole a fini par se dire que tiens, ces données c'était quand même intéressant, et donc il a été libéré sous caution, et aujourd'hui il est témoin protégé de la justice portugaise. C'est-à-dire que vous voyez la schizophrénie des procureurs, vous avez des procureurs qui le poursuivent pour piratage, et dans le bureau d'à côté, il y a des procureurs qui collaborent avec lui pour enquêter grâce à ces données sur le monde du foot, et la justice portugaise s'en satisfait. Merci Yann. Alors Michael Agenmark va vous parler d'une vieille enquête qui a plus de 10 ans mais qui est extrêmement actuelle. Oui, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, que j'y ai songé, parce que c'est une vieille source
d'il y a une douzaine d'années, mais à laquelle je pense tous les jours en ce moment. Parce qu'on a replongé 12 ans après dans les secrets et dans les méandres du Sénat ces jours-ci, à l'occasion de la réforme des retraites. Et si certains et certaines d'entre vous sont abonnés à Mediapart, ce dont je ne doute pas, vous avez peut-être vu certains de nos articles qui s'interrogent sur la retraite des sénateurs. Parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui combien gagne un sénateur à la retraite, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre officiel, que pour un mandat, on a une retraite d'environ 2200 €, pour 2 mandats, 2 fois 2200 €. Tout ça est très avantageux, mais en réalité, il y a plein de petits secrets cachés, plein de petits compléments qui existent et dont la présidence du Sénat refuse de nous informer. Alors, le président du Sénat aujourd'hui, c'est Gérard Larcher, mais à l'époque de la première enquête, c'était Gérard Larcher. Parce que Gérard Larcher, il est au Sénat depuis 1986, ça fait 37 ans qu'il est sénateur, et donc il a été élu président du Sénat pour la première fois en 2008, ça fait une quinzaine d'années. Il a l'air de tenir à son poste, de s'y sentir bien, et on le comprend, parce qu'en réalité, il y a un certain nombre d'avantages dont on ne connaît pas exactement le détail, mais qui n'ont pas l'air dégueulasses. Alors cette enquête, on l'a menée avec Mathilde Mathieu, à la suite de l'affaire Bettencourt, qu'avait notamment révélé Fabrice Arfi, parce qu'on a commencé à l'époque à s'intéresser à argent et politique. On a créé une rubrique et on a commencé à se demander comment était financée la vie publique et ce que touchaient réellement les élus. Parce que nous, on croyait que tout était réglé depuis les lois Sapin des années 90. Et en fait, on s'est aperçu à la faveur de l'affaire Bettencourt que rien n'était réglé, que rien n'était transparent. Et à défaut de transparence, parce que tout ne doit pas être transparent, il n'y avait pas de contrôle. Donc on a réalisé que les frais de mandat des députés n'étaient pas contrôlés, que la façon dont les partis étaient financés n'était pas contrôlée, tout un tas de séries de dysfonctionnements. Et puis on a commencé à s'intéresser au Sénat. Et alors au Sénat, Fabrice a fait un tweet cette semaine pour dire que c'est l'enquête la plus dure de l'histoire de Mediapart. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, c'est-à-dire que c'est une sorte d'immense coffre-fort niché au sein du Jardin du Luxembourg à Paris, dans laquelle personne ne peut pénétrer et aucun secret n'est éventé. Pourtant, il y a du monde. Hein. Il y a 348 sénateurs et plus de 1200 fonctionnaires. Donc, trouver une source, ça devrait être possible, on a fait plus difficile. Mais, et c'est toute l'histoire de cette source, c'est qu'en fait, si personne ne parle, c'est parce que, je vais le dire vulgairement, mais tout le monde a été acheté. C'est-à-dire que les conditions de travail sont telles au Sénat, à la fois pour les élus et les fonctionnaires, qu'en fait, personne n'a intérêt à divulguer les secrets de cette maison, parce que tout le monde en tire avantage tous les jours, et même après avoir arrêté de travailler, tellement les retraites sont avantageuses, et pas que les retraites. À l'époque, on commence à discuter, à approcher des gens avec Mathilde Mathieu, et on tombe sur une personne qui est scandalisée par la communication de Gérard Larcher. Parce que déjà, à l'époque, Gérard Larcher affirme dans les médias, prétend qu'il a nettoyé, qu'il a baissé les dépenses du Sénat, qu'il y a eu un audit, qu'il contrôle, que son cabinet est moins bien payé qu'avant, etc. Et quelqu'un qui, par ses propres réseaux, par ses propres services, par des amis, arrive à récolter des informations, se rend compte que Gérard Larcher raconte n'importe quoi. Et qu'il y a des gens au sein de son cabinet qui sont payés des fortunes, qu'il y a des frais de représentation énormes, des frais de voyage, des frais de bouche, et que par exemple, au sein du cabinet, il y a quelqu'un qui est payé 19 000 € par mois. Alors, on commence par travailler là-dessus, et on commence à révéler les petits secrets de la présidence de Gérard Larcher, ce qui le rend assez fou. Et puis cette personne, avec qui nous discutons régulièrement, en fait, se dit qu'elle va être la personne qui va faire exploser le Sénat. Qu'elle-même, elle considère qu'en réalité, tout ça est complètement fou, inconsidéré, injuste, et donc prend le risque de nous donner toute une série de documents sur des compléments de rémunération qui étaient ignorés, sur des compléments de rémunération de retraite qui étaient ignorés, sur tout un tas de frais de la présidence ou d'ailleurs, sur des mandats qui sont inventés par des questeurs, sur toute une série de choses, d'enveloppes dont on ignorait l'existence, dont il va nous informer, notamment en nous révélant un document top secret qui est le budget du Sénat. Parce qu'on pourrait penser que le budget du Sénat, il soit public. Quand même, le Sénat, c'est nos représentants, c'est des élus, donc on pourrait s'imaginer que la moindre de choses, c'est de savoir comment il fonctionne, quel argent est dépensé, pour quel poste. Pas du tout. Ça n'avait jamais été révélé dans l'histoire du Sénat. Grâce à lui, on récupère ce budget et on commence à l'éplucher, on ne comprend pas tout, mais on tombe notamment sur la rémunération et les avantages des fonctionnaires. Et notre source est un fonctionnaire.
Et c'est là où c'est compliqué. C'est compliqué parce que de la même façon qu'il est compliqué pour un parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, de légiférer sur lui-même, c'est-à-dire de renoncer à certains avantages, c'est en quelque sorte le conflit d'intérêt maximum, bah, pour un fonctionnaire, c'est difficile de dire que ce que lui, ses amis, ceux qui l'entourent gagnent est scandaleux. Et donc on en parle avec lui. Et on lui dit, ah oui, quand même, un jardinier ou un agent de nettoyage gagne 3 000 € par mois la première année et puis finit sa carrière à 6 200 € par mois. Ah oui, quand même, en retraite, c'est assez incroyable. Ah oui, vous avez tous des primes considérables. Vous avez une prime de chauffage. Ah oui, tiens, vous avez plus de 4 000 € de prime de chauffage pour chauffer chez vous, indexée sur le prix du pétrole. Ah, vous avez une prime d'intempérie. Ah, d'accord. Ah, enfin, tout un tas de choses, mais complètement folles. Et puis, ah tiens, jusqu'aux années 90, vous touchiez de l'argent en liquide. On vous donnait des enveloppes qui n'étaient donc pas fiscalisées. Et quand ça a été remplacé, pour compensation, on vous a donné 2 semaines de salaire supplémentaire par an. Enfin, tout un tas de choses incroyables. Et on lui dit, en fait, on ne va pas pouvoir cacher ça. Si on travaille ensemble, on ne va pas pouvoir seulement, une fois qu'on a eu accès à ces informations d'intérêt général, ne nous intéresser qu'aux élus et cacher à nos lecteurs qu'en réalité, bah, y a d'autres choses au Sénat qui sont très étonnantes et qui ne devraient pas avoir cours et qui, en fait, à notre sens, on commence à le comprendre à ce moment-là, n'existent que parce que les sénateurs ont peur que des fonctionnaires révèlent leurs petits secrets et qu'en quelque sorte, ce qu'on pense comprendre, c'est qu'ils les ont avantagés à tel point que personne n'aura jamais envie de parler. Ce qui se passe encore aujourd'hui, à notre sens. S'il est si difficile de trouver une source au Sénat, c'est parce qu'en fait, on a tout un tas de personnes qui sont extrêmement avantagées. Et ce fonctionnaire est en quelque sorte une source qu'on appelle un peu pure, nous, dans notre jargon. C'est-à-dire une source pure, c'est qu'il y a plein de sources qui sont intéressées. Une source, elle peut vous parler parce qu'elle veut se venger. Elle peut se venger par jalousie, par ambition, parce qu'elle veut prendre la place de quelqu'un, pour tout un tas de raisons qui sont plus ou moins nobles. Cette source-là, elle était pure. Elle nous a dit, moi, quand je regarde mes enfants, j'arrive pas à assumer en fait ce que je gagne et pourquoi je le gagne. Et donc, même si c'est marquer un but contre mon camp, même si ça me portera préjudice à moi-même, même si mes amis autour de moi, s'ils apprenaient que je faisais ça, m'en voudraient terriblement, je pense que ça doit être dit, ça doit être su. Et donc, on a pu révéler cet ensemble de secrets et on a pensé, en fait, à l'époque, faire péter un verrou à tout jamais au Sénat. Bon, 12 ans plus tard, il faut bien s'apercevoir que ces avantages n'ont pas disparu, bien qu'ils aient été publicisés, qu'ils ont réussi à faire croire qu'ils avaient réformé tout un tas de choses, ce qui a été fait à minima. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'il y a 12 ans, à chercher des nouveaux rapports, à chercher des choses. On croyait que la Cour des comptes avait eu accès en fait, à tout ce qui se passait au Sénat grâce à nos articles. En fait, on croit comprendre que c'est pas si simple que ça, etc., etc. Et donc, on se retrouve aujourd'hui exactement dans la même situation qu'il y a 12 ans, à essayer de trouver une source qui pourrait nous aider à divulguer tous ces secrets. Vous avez compris le message, si vous avez de la famille au Sénat, il y a pas mal de journalistes de Mediapart qui sont dispo. Alors je vais conclure et après on va surtout essayer de répondre à vos questions. On a encore 25 minutes, donc je vais faire très, très rapidement. Moi je voulais vous parler d'une histoire qui, si Mediapart fête ses 15 ans, cette histoire vient de fêter ses 10 ans. C'est l'affaire Cahuzac. Et l'affaire Cahuzac est une affaire, pour reprendre l'expression pure et même chimiquement pure, du pompier pyromane, le ministre chargé au sein d'un gouvernement de lutter contre la fraude fiscale qui, en fait, allons-nous le découvrir, est un fraudeur fiscal lui-même, a été rendu possible par un a priori, le mien. Alors, comme j'avais vu juste, on dit que c'est une intuition. C'est-à-dire un a priori qui voit juste, c'est une intuition. Mais c'était un a priori. Et le journalisme est parfois la géographie professionnelle, comme d'autres métiers, où il n'est pas interdit d'avoir l'esprit mal tourné, et d'une accumulation de plusieurs sources. Et je voulais très rapidement vous parler de 2 sources, dont je ne peux pas vous dévoiler l'identité. Mais quand je commence mon enquête sur l'affaire Cahuzac, je pars avec rien. C'est-à-dire je pars d'un a priori, qui est alimenté par le constat qu'à chaque fois qu'un personnage dans la droite française, qui s'appelle Éric Woerth, est en difficulté, ça remonte à l'affaire Bettencourt en 2010, c'était mon premier contact avec Jérôme Cahuzac, puis quand il est en difficulté dans une autre affaire, qui est une affaire qui avait été révélée par le Canard enchaîné, l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, à chaque fois, il y a un homme de l'autre côté du spectre politique, à gauche, Jérôme Cahuzac, qui lui vient au secours, qui lui vole au secours, que ce soit dans les médias,
c'était au moment de l'affaire Bettencourt, ou qui lui vole au secours même depuis le ministère du Budget dont il avait pris la direction avec l'élection de François Hollande, en commandant des rapports bidons pour blanchir Éric Woerth dans ce dossier. Et ça date de 2012. Et c'est quand je lis un article du Monde, Bercy a blanchi Éric Woerth dans l'affaire de Compiègne, que je dis mais c'est quand même pas possible qu'à chaque fois qu'il y en a un qui en a la panade, il y en a un autre qui lui vole au secours. Peut-être, c'est ça l'esprit mal tourné, peut-être y a-t-il un secret entre ces deux hommes qui explique tout ça. Et c'est comme ça que je travaille comme on est au pied d'une montagne, c'est-à-dire sans savoir ce que je vais découvrir. Je ne vais pas vous faire ici tout le détail de l'enquête, mais tirant le fil, je découvre qu'il y a peut-être un problème autour de l'argent de Jérôme Cahuzac, et notamment de ses déclarations fiscales, puisque retapissant toute sa période à la fois publique et aussi privée, il a été dans des cabinets ministériels, mais il a aussi monté des boîtes de consultants pour les labos pharmaceutiques. Il est par ailleurs chirurgien d'implants capillaires, donc je vais devenir hyper spécialiste de l'implant capillaire, ce qui aura d'ailleurs son intérêt dans l'affaire, et notamment dans les implants capillaires, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc c'est générateur de cash, de beaucoup de cash. Et donc peut-être, je dis bien peut-être, là encore une fois je n'ai aucune information, peut-être que le ministre du budget gruge sa propre administration, ou en tout cas l'a fait quand il faisait ce métier-là. Et j'arrive à obtenir auprès d'une source, et pas celle dont je vais vous parler, des déclarations fiscales du couple Cahuzac pour les années de mémoire 2003, 2004, 2005, quelque chose comme ça. Et ce que je constate en tant que revenu déclaré par le couple ne correspond absolument pas à ce que je crois savoir des émoluments liés notamment à la clinique d'implants capillaires. Et donc c'est là que je me dis, mais c'est pas possible, il y a de l'argent caché. Et il y a quelqu'un au sein du journal pour qui je n'ai pas beaucoup de secrets, qui est Michael Agenberg, et donc je m'ouvre de tout cela à lui dans le cours de mon enquête en disant, mais c'est pas possible, voilà où j'en suis. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je décroche un rendez-vous avec, c'est la première source, une personne que j'essayais de rencontrer depuis déjà plusieurs semaines, et qui, miracle, et je ne sais pas pourquoi, ou peut-être je le sais mais je ne vous le dirai pas, accepte de me rencontrer. Et disons que pour ne pas trop en dire sur cette personne, s'il y a quelqu'un qui est susceptible de savoir ce que je cherche, c'est elle. Cette personne me donne un rendez-vous dans un endroit extrêmement discret de Paris, qui est le Café de Flore, où on boit un très bon chocolat chaud, hein, d'ailleurs, mais qui vous enlève un bras. Et je dis ça à Mika, et Mika me dit, mais me suggère d'y aller au bluff avec cette source. C'est-à-dire de dire au rendez-vous, en fait, il y a de l'argent caché à l'étranger. Alors on s'est rappelé ça avec la rédaction du livre récemment, parce qu'on n'a pas tout à fait le même souvenir tous les deux, mais Mika me rappelait me disait, quand tu sors du rendez-vous, si elle a confirmé, tu m'envoies un texto avec le mot de code chocolat. Pour chocolat, c'était pour la Suisse, hein, parce qu'on avait l'idée que c'était peut-être en Suisse. Et pendant ce rendez-vous, j'y vais au bluff comme Mika me le suggère, et la source me dit, deux points, ouvrez les guillemets, vous ne trouverez jamais. Alors ça veut dire quoi, ça, vous trouverez jamais? Ça veut dire qu'il y a. Voilà, donc déjà bingo. C'est-à-dire que là, l'a priori, le bluff montre qu'il y a probablement quelque chose à trouver. Et puis vous ne trouvez jamais, bah, évidemment, ça m'a un peu chatouillé. Et donc là, j'ai réorienté toute l'enquête. On était au mois de septembre 2012 sur cette piste-là. Avec cette idée, vous savez, quand je suis arrivé à Mediapart, Edoui Plenel m'a dit deux choses. La première, c'est: est-ce que tu es prêt à prendre des coups? Sympa, drôle d'endroit. Et deuxièmement, tu sais, dans une enquête, souvent, on finit par trouver ce qu'on cherche. Ce qui est vrai. Des fois, il y a l'inattendu, l'événement, évidemment, mais parfois, on trouve ce qu'on cherche. Et là, je savais ce que je cherchais. Et en reprenant mon enquête sous cet angle-là, je découvre qu'il existerait un enregistrement dans lequel Jérôme Cahuzac parlerait lui-même de son propre compte en Suisse. Je rencontre quelqu'un qui a eu connaissance de cet enregistrement. Je rencontre quelqu'un qui... cet enregistrement a beaucoup circulé. Hein. Je rencontre quelqu'un qui a entendu cet enregistrement, mais qui ne l'a plus. Et je rencontre enfin quelqu'un qui a cet enregistrement encore aujourd'hui. Et ce quelqu'un, je le rencontre une, deux, trois, de nombreuses fois, notamment chez lui, où... cette personne a bien conscience qu'il détient un document
absolument explosif concernant l'actuel ministre du budget, donc en fonction, et moi qui fais tout pour l'avoir, et chacun des rendez-vous est un merveilleux échec où je n'arrive pas à avoir cet enregistrement. J'arrive à l'avant-dernier rendez-vous, la personne le met sur sa chaîne IFI et j'arrive à l'entendre. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, l'enregistrement était déjà de piètre qualité. Alors sur une mauvaise chaîne IFI, je vous dis même pas voilà ce qu'il en était. Jusqu'au moment où un dîner a lieu chez cette personne, chez lui. Et pardon pour l'espèce d'image un peu ringarde du journalisme, mais c'est vrai que parfois il faut savoir lever le coude quand on est journaliste. Et c'est notamment grâce ou à cause, je ne sais pas, au verre d'Armagnac que nous avons bu en quantité non négligeable, que cette source m'a dit à la fin, non pas dans l'ivresse, mais plutôt une forme d'ivreté, bon, Arfi, allez, prenez-le, l'enregistrement. Et c'est comme ça que j'ai eu ce document dans lequel Jérôme Cahuzac disait que UBS, c'est quand même pas la plus planquée des banques et qu'il fallait bouger les fonds, etc., etc. Je vous passe tout ce qui nous a permis de confirmer tout ça et de raconter que le ministre du Budget avait eu non seulement un compte en Suisse, mais qu'il en avait encore un à Singapour. Et pour terminer, il se trouve que des années plus tard, je participe exactement comme ça à un festival sur le journalisme et je découvre, et c'est pour ça que je faisais la blague tout à l'heure, que la source est dans la salle. Et donc je la vois, la personne est là avec sa femme, que je connaissais aussi, et donc ça me pique, et donc je raconte l'histoire comme je viens de la raconter pour la faire sourire. Et à la fin de la conférence, il se trouve que, comme certains des journalistes de Mediapart vont le faire d'ailleurs aujourd'hui, je vais dédicacer des livres. Donc je ne suis pas disponible. Voilà. Et puis il y avait évidemment une prudence, même si c'était des années plus tard, même si tout s'était très bien terminé pour Mediapart dans l'affaire Cahuzac, un peu moins pour l'ancien ministre. Il n'était pas question qu'on nous voit ensemble. Et cet homme avait identifié mon épouse et est allé la voir. Et lui dit, vous saluerez bien Fabrice de ma part, et j'ai un cadeau pour lui. Et c'était une bouteille d'Armagnac de mon année de naissance. Et depuis, nous avons tous une flasque d'Armagnac quand on va voir des sources. C'est ça. Maintenant, c'est le feu nourri des questions. Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein. C'est celle qu'on ne pose pas, la mauvaise question. La première est toujours la plus difficile. En fait, j'ai deux petites questions. Une un peu naïve, peut-être. Mais par exemple, pour l'affaire Benalla, je crois, vous aviez des enregistrements de téléphone portable. Donc, comment vous obtenez ce genre de choses? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez des menaces, des intimidations, et comment vous gérez ça? Alors, merci pour la question, parce que la deuxième va répondre à la première. Alors, sur l'affaire Benalla, comment on fait pour avoir ce type de document? Je ne peux pas vous répondre. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons aucun rapport d'argent avec des sources. Ça va mieux en le disant, mais il faut quand même voilà. On ne rémunère jamais d'informateurs, jamais. On nous a plusieurs fois sollicité pour qu'on achète des documents. On a toujours refusé, parfois même en sachant que la personne avait des vrais bons documents. Mais rentrer dans ce type de relation, en fait, biaise complètement le rapport à la source. Qu'une source, ça a été très bien raconté tout à l'heure à plusieurs reprises, qu'une source ait des motivations plus ou moins avouables, ça lui appartient. Nous devons les connaître et les circonscrire, mais ne pas être prisonniers de ses intérêts. Et en effet, nous n'avons aucun rapport moral par rapport à ça. Ça peut surprendre, mais nous, notre boulot, c'est de raconter le monde tel qu'il est. Et donc, évidemment, que quand on écrit, par exemple, sur la corruption, on doit connaître des corrompus, des corrupteurs, ceux qui leur courent après, etc. Voilà, nous, notre rôle social n'est pas d'être des policiers ou des magistrats. On n'est pas là pour condamner pénalement des gens. On est là pour raconter des histoires vraies. Et en fait, vous les donnez à vous parce qu'elles vous appartiennent, si elles sont évidemment vérifiées d'intérêt général. Mais l'affaire Benalla peut répondre à votre deuxième question, puisque une semaine après la diffusion de ces enregistrements qui venaient prouver un certain nombre de choses, et notamment, contrairement à ce que disait M. Benalla, qu'il était impliqué dans des contrats russes signés avec un oligarque proche de Poutine quand il était encore à l'Élysée, vous imaginez si on n'avait pas révélé ça, ce que ça donnerait aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, eh bien le parquet de Paris a eu la bonne idée de nous envoyer 3 enquêteurs, dont le commissaire divisionnaire, excusez du peu, de la brigade criminelle,
pour tenter de nous perquisitionner à Mediapart, qui est un moment dont on a beaucoup parlé en France et même à l'étranger, puisque ça avait fait les choux gras du Washington Post et du New York Times, notamment aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, parce que c'était une attaque assez inouïe contre la liberté d'informer. Le but était évidemment pas de récupérer des enregistrements qu'on avait déjà rendus publics, mais c'était par le biais de cette attaque contre le sanctuaire, qui est une rédaction, de éventuellement trouver nos sources. Ça fait partie du champ des pressions via des voies légitimes, comme dirait l'actuel président de la République. On en a connu d'autres, on a été cambriolés, on a été menacés, on a été espionnés à Mediapart. Mais encore une fois, nous, et vous le voyez là, on a des prénoms, des noms, on signe, on sait se tenir chaud, on est dans un collectif, on est dans une boîte géniale, on est très protégés en réalité. Et c'est pour ça qu'on voulait vous parler précisément des sources, parce qu'elles ne le sont pas. Et tout ce qu'on peut faire pour les protéger, nous devons absolument le faire. Nous, c'est facile de faire ce qu'on fait là, très sincèrement. C'est beaucoup plus difficile pour certaines sources qui se mettent en danger personnellement, professionnellement, parfois de manière vitale, ça arrive dans des dossiers, c'est rare, mais ça arrive, familialement, pour plein de raisons. Nous devons absolument les protéger. Vous parliez tout à l'heure de documents que vous récupériez et de confirmer ces documents, mais en fait, vous, entre guillemets, non pas entre guillemets, légalement, vous avez le droit d'utiliser quoi vous avez le droit de diffuser quoi? Vous avez le droit d'utiliser quoi? Et quand est-ce que c'est de la diffamation? Très bonne question pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est nous, on récupère des documents. Légalement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas avec ces documents? Oui, ça c'est par exemple quelque chose auquel j'ai été évidemment confronté avec les leaks. Quand on a par exemple des fuites de données, en fait on se retrouve parfois avec la vie des gens mise à nu. C'est-à-dire que dans les Football Leagues, j'avais les noms, les téléphones, les adresses des gens, leurs passeports, parfois des photos intimes, des enregistrements vidéo. Ça s'est posé aussi avec l'affaire Bettencourt, avec donc le majordome qui a enregistré les conversations de la milliardaire, où il y avait toute la vie de Liliane Bettencourt, y compris sa vie privée. Donc la règle, elle est assez simple, c'est que nous, on a le droit d'obtenir des documents secrets. La seule chose, y compris obtenue de façon illicite, y compris par exemple issu d'un hacking, y compris en violation de secrets, comme le secret défense pour Mathieu, ou d'autres. Donc on a le droit de tout avoir. Par contre, on a une seule règle, c'est qu'on a le droit d'utiliser que ce qui est d'intérêt public. C'est-à-dire que notre mission et notre déontologie, ça doit être de faire le tri dans tous ces documents et de ne garder ce qui est strictement utile à l'information des citoyens. Et ça, on s'y tient vraiment de façon très forte. Et pour donner un dernier exemple sur les Football Leagues, on aurait pu remplir les pages People de la presse sur les grandes stars du foot pendant des semaines avec les données qui étaient sur les Football Leagues. Évidemment, on ne l'a pas fait et on n'a sorti que les vrais scandales d'intérêt général. Si vous voulez qu'on vous en parle un peu en off après, des trucs. Oui. Mathieu voulait rajouter quelque chose. Oui, juste une petite précision, justement, et puis parce que ça nous concerne tous collectivement, sur les notes des services de renseignement, j'en ai eu, grâce à des sources, un certain nombre à une époque, mais elles étaient confidentielles défense. Les secrets défense, les seuls que j'ai eus, c'est quand elles avaient été déclassifiées. Et le problème, pourquoi je vous en... parce que déclassifiées dans une procédure judiciaire, et là, il y a certaines parties qui sont protégées et qui sont noircies, mais là, nous, journalistes, si on les publie, on n'est que passible, si j'ose dire, du recel de violation du secret de l'instruction, et c'est beaucoup moins grave. En revanche, il vient de se passer quelque chose, et nous-mêmes, enfin je m'en veux, j'ai pas été assez vigilant, il y a 2 ans, je crois, c'est qu'ils ont changé l'architecture des classifications des notes des services de renseignement. Et en gros, maintenant, il ne reste quasiment plus que le secret défense. Et le problème, c'est que le secret défense, même nous, journalistes, il faut dire ce qu'il y a, effectivement, nous sommes très protégés. La législation française pour les journalistes est quand même assez protectrice, en tout cas par rapport à d'autres pays occidentaux. Là, sur le secret défense, le problème, c'est beaucoup plus contraignant. Il y a eu des confrères qui ont été placés en garde à vue. Et il peut y avoir beaucoup plus de problèmes. Et donc, l'État, le gouvernement actuel, a organisé quelque chose qui rend beaucoup plus difficile pour nous l'exploitation de notes de services de renseignement, et encore plus dur et encore plus grave pour nos sources, le fait de nous les donner, ça peut porter beaucoup plus de conséquences que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc ça, c'est un vrai problème démocratique et qu'on a malheureusement laissé passer, moi le premier. Alors, il y a une question, et juste, je voulais vous remercier pour votre question, parce que beaucoup de gens nous interrogent là-dessus, en fait, ce que peut le journalisme ou pas dans un cadre légal. Nous,
c'est très important, et je profite de l'estrade pour le dire, on est hyper légaliste à Mediapart. On est hyper légaliste, c'est-à-dire que l'état de droit, vous savez, souvent, les gens sur lesquels on écrit, ils adorent dire atteinte à la présomption d'innocence, diffamation, etc. Mais tout ça, c'est dans le champ du droit auquel on fait très attention. Et on a un cabinet d'avocats Seattle, emmené par Emmanuel Torgman, avec qui on travaille en permanence, qui nous permet de border tout ce qu'on fait. Mais votre question, elle met le doigt sur quelque chose de fondamental sur le journalisme, c'est que nous, notre métier, c'est d'obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire qui n'ont pas le droit de nous les donner. Et c'est pour ça qu'on a créé le secret des sources. C'est toute l'ambiguïté et l'intranquillité de ce système-là. Et de la même manière qu'il n'y a pas d'absolu de la liberté d'informer, on informe d'abord, mais on peut être contrôlé ensuite, et c'est très bien qu'on le soit par la justice. Il n'y a pas d'absolu non plus du secret. Et donc c'est dans cette friction permanente entre des droits fondamentaux que nous, voilà, on essaye de s'insérer, mais de la manière la plus légaliste possible. Et j'avais oublié de dire qu'on a fait condamner l'État pour la perquisition à Mediapart. Donc le droit est avec nous. Oui. Et monsieur. J'avais une question sur... Il y a des jeunes. Alors moi, je suis un peu âgé pour devenir journaliste. Je pourrais devenir source, éventuellement. Mais comment devient-on journaliste d'investigation? Vous êtes indispensable à la démocratie. Tous les journalistes ne sont pas des journalistes d'investigation. Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a des expériences? Est-ce qu'il y a des formations pour devenir sourcier? Alors nous, on n'aime pas trop la formule de journaliste d'investigation parce qu'on estime que l'enquête, c'est l'essence du journalisme, en fait. C'est ce qu'on essaie d'ailleurs les uns et les autres de dire dans les écoles de journalisme quand on est invité pour des formations de journalisme d'investigation. C'est que, non, en fait, recouper, tirer les fils, aller sur le terrain, rencontrer des gens, des sources, ça fait partie du travail de journaliste. Alors on a la chance ici à Mediapart d'avoir du temps pour travailler, même si on mène plusieurs enquêtes en même temps, on a quand même du temps. On se laisse aussi beaucoup le temps, le droit de ne pas publier. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on passe notre temps aussi à ne pas publier, que sur 10 enquêtes qu'on va mener, les 10 ne vont pas aboutir. Donc en fait... pour répondre à votre question de la formation, je crois qu'il faut, dans les écoles de journalisme et autres, y compris dans les formations d'alternance, retrouver le goût du terrain, le goût d'aller contre la paresse et d'aller justement passer le coup de fil que beaucoup de journalistes qui malheureusement travaillent avec des contraintes de temps, de nombre d'articles à rendre, etc., ne peuvent pas toujours passer. Et c'est ce petit coup de fil, cette vérification, cette chose en plus qui, à un moment donné, fera vraiment... en sorte de faire du journalisme au sens pur de journalisme. Voilà, donc notre travail, c'est de se battre contre cette paresse-là, et je crois que c'est ça qu'il faut insuffler dans les formations, dans les écoles de journalisme. C'est aussi de transmettre cette idée que les femmes peuvent travailler aussi sur les ventes d'armes, sur la corruption, que, je vais dire une autre évidence, les garçons peuvent travailler sur les violences sexuelles, et nous, à Mediapart, là-dessus, voilà, on essaie de décloisonner tout ça, et tout le monde peut s'emparer de sujets différents. Donc à Mediapart, il y a des hommes qui font des sujets sur les violences sexuelles, hein, et il y a des femmes qui travaillent aussi sur la corruption. Donc c'est aussi de casser cette autre idée reçue, et c'est pour ça qu'on passe notre temps à le répéter, je crois, quand on va dans les écoles de journalisme. Juste, là, nous, on est le pôle enquête, mais si vous regardez là, les enquêtes et les scoops sortis, ça énerve tout le journal et les différents pôles. D'ailleurs, quelques-uns des plus gros scoops de Marine, enfin sur par exemple le prêt russe, elle est au service politique. Je pense que c'est un savoir-faire qui se transmet aussi des habitudes à travers le journal. Enfin, en tout cas, voilà, on n'en est qu'une toute petite partie, nous. Nous, on déteste l'expression cellule enquête, parce que la cellule, ça enferme. Monsieur, dernière question, et après, je crois qu'on doit rendre le micro. Oui, c'est une question qui me taraude depuis pratiquement 3 ans. Je me suis demandé comment se fait-il, au moment de la crise sanitaire, que Mediapart, comme tous les autres médias, a subitement perdu son esprit critique et n'a même pas enquêté sur les conflits d'intérêts qu'on pouvait soupçonner entre certains décideurs ou certains acteurs de la crise avec le milieu pharmaceutique. L'esprit critique, c'est pas inventer des informations pour le plaisir de réassurer ses convictions. C'est dans un moment aussi bouleversant à l'échelle du monde, d'une pandémie où des millions de personnes perdent la vie, on est confiné, on est inquiet,
évidemment qu'il y a un besoin de savoir qui est considérable. Mediapart a été à la pointe d'un certain nombre d'enquêtes et de dénonciations sur la gestion de la crise sanitaire par le pouvoir. Il y a ici 2 journalistes, Yann Philippin et Marine Turchi et Antoine Rouget qui est là-bas, qui ont révélé le scandale des masques et le mensonge d'État qu'il y avait eu autour des masques. Sur le lien avec les laboratoires pharmaceutiques et un certain nombre de décideurs, en fait, ça fait des années que nous enquêtons dessus et que nous révélons dessus. Pascal Pascariello, quand elle était pigiste avant d'être aujourd'hui à Mediapart, c'est ce qu'elle faisait. Mika l'a fait aussi. L'affaire Cahuzac en est l'un des exemples, mais il y en a de nombreux autres. Et aller dans le bruit des inquiétudes, nous, notre boulot, c'est de trouver le signal des informations et des faits. Et donc, nous l'avons fait. Nous l'avons fait sur tous les sujets liés à la crise Covid. Mais si le rôle du journalisme est pour vous de confirmer vos convictions parce que vous pensez qu'une partie du monde politique est achetée par les laboratoires pharmaceutiques, que les vaccins ne servent à rien ou je ne sais quoi, ça n'est pas du tout ce que nous avons découvert. Ça ne veut pas dire que cette corruption n'existe pas. Et de la même manière, nous avons dénoncé les mensonges de Didier Raoult, même si ça a déplu à une partie de notre lectorat, comme ça a pu déplaire à une partie des Français. Mais le fait est que Pascal Pascariello, pour la reciter, a fait un travail absolument extraordinaire sur les manipulations éhontées de Didier Raoult, pas simplement sur l'hydroxychloroquine, mais sur plusieurs traitements qu'il a fait au sein de l'IHU, notamment contre la tuberculose. Et c'est ça le rôle d'un journaliste, c'est parfois d'aller contre les convictions, avec cette espèce de brutalité factuelle qui remet en cause ce qu'on pense être pourtant vrai parce qu'on estime que la cause est bonne. Alors c'est vrai que ça nous met parfois dans des situations un peu frictionnelles et tendues avec certains lecteurs et lectrices, mais nous, on répond de ce qu'on fait et de ce qu'on a trouvé. Bon, merci infiniment de votre écoute et merci.